Les médecins, en fait, ils disent pas tout. Et vas-y, mais je trouve pas ton ovaire gauche, je trouve pas ton ovaire droit. Je dis, excusez-moi, j'ai mal. Ah, mais c'est pas ma faute si vous faites du vaginisme. En vrai, il y a tellement de gens qui disent ça, c'est l'amour qui te fait grossir, c'est Pas la du tout. contraception. C'est vraiment la contraception. Donc oui, quand t'es jeune, donc on dit au fait, t'es infertile, hyper sympa, merci, c'est hyper chouette. Pour ou contre, considérer le retrait comme une contraception. Non. Oui, pour. Et pour moi, franchement, à partir du moment où un rapport s'est fait à deux et que la contraception n'a pas été gérée à deux, s'il y a une grossesse, c'est un problème aussi à gérer à deux, en fait. C'est vrai. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre nous, votre podcast où je vous invite à discuter de certains sujets. Donc j'ai des invités d'exception aujourd'hui pour parler de la contraception. Voilà, c'est un sujet que je trouve hyper important, dont il faut parler un maximum parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous rappelle que le podcast est disponible en streaming audio sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et la vidéo est en collaboration avec Chaîne Nation et ça pourrait vraiment vous intéresser pour les fêtes. Donc si vous voulez un superbe cadeau pour les fêtes, je vous recommande vraiment les bijoux de chez Chaîne Nation. C'est la marque de bijoux streetwear numéro 1 en France. Les bijoux sont mixtes, vous les recevez dans une Apollo Box, donc vraiment pour un cadeau, je trouve ça magnifique. Moi, personnellement, je trouve que les bijoux, ça permet vraiment de finaliser ton outfit. Donc, c'est vraiment la base. Personnellement, j'ai choisi des bijoux assez fins. J'aime bien le côté un petit peu raffiné, discret. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment tout type de bijoux, beaucoup plus imposants aussi, franchement. N'hésitez pas à checker sur le site, c'est vraiment trop beau. La livraison, elle est en 2-3 jours ouvrés. Elle est également ouverte à l'international. Les bijoux, ils sont garantis à vie, c'est vraiment de la bonne qualité. Là, pour Noël, il y a des réductions qui vont jusqu'à moins 45%. Donc là, avec mon code Noël30, vous avez moins 30%. Vous avez également un bijou acheté, un bijou offert. Et les réductions sont cumulables avec celles qui sont déjà présentes sur le site. Vraiment, la marque elle vous a régalé, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va parler de la contraception. Alors, je vais d'abord laisser mes invités se présenter. Daniela, je te laisse commencer. Bonjour, alors moi je m'appelle Daniela, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en master génie civil. J'habite à Lille, exactement en Béthune. Et du coup, moi je vais un peu parler de la pilule œstrogène, progestogène et de l'implant. Voilà. Ok. Sandy? Bonjour, alors moi je m'appelle Sandy, je suis étudiante en médecine et animatrice périscolaire. Bonjour, moi c'est Anissa, j'ai 20 ans, je suis étudiante en école de commerce. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la contraception et du SOPK. Du coup, les filles, est-ce qu'on pourrait juste avant rappeler les différents types de contraception féminine? On a l'implant, on a le préservatif, on a les patchs, la pilule. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi possibilité par intramusculaire d'avoir des hormones, donc par piqûre. Il y a aussi le stérilet. Ouais, la passivité. Hormonal ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a deux stérilets. Il y a le stérilet en cuivre et le stérilet hormonal. Et il y a aussi l'anneau vaginal qu'on peut utiliser aussi. avec des spermicides. Puis je pense que vous avez tout dit. Puis après, il y a ligature des trompes, mais de façon irréversible du coup. Ouais. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi que la contraception n'est pas un moyen de se protéger des IST. Seul le préservatif le permet. Et n'oubliez pas d'aller vous faire dépister, c'est très important. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. D'ailleurs, certaines marques de préservatifs sont disponibles gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans et également la pilule du lendemain pour les personnes mineures. Alors, première petite question, à votre avis, quelle est la contraception qui est la plus utilisée au monde? Moi je dirais la pilule. Ouais, la pilule contraceptive, pareil. Et non. Non, déjà c'est la stérilisation féminine. Donc dans le monde, en fait en France c'est très différent par rapport aux autres pays. Okay. Donc les femmes ont plus tendance à passer à la stérilisation au bout d'un moment que aux contraceptions classiques. Et même après ça, c'est le préservatif et après c'est le stérilet. Et la pilule ne représente que 16% finalement des contraceptions. Ok. Ah d'accord. Ouais. Je n'aurais pas pensé. Mais en France, c'est bien la pilule, par contre. Oui. Voilà. En France, c'est commun. Dès que tu vas chez le gynéco ou autre, directement, ce qu'on te prescrit, c'est la pilule.
Alors, dans cette première partie d'émission, je vais vous demander à chacune de nous partager votre expérience avec la contraception. Du coup, Daniela, je te laisse commencer. Alors moi, mon expérience, elle a commencé vers mes 17-18 ans, même un peu plus jeune. Ça a commencé en fait, c'est parce que faut savoir que moi j'ai eu mes règles très jeune et en fait ce qui se passait c'est que j'avais des règles super abondantes qui duraient très longtemps, des règles sur des périodes de 1 mois. C'était plus possible. Donc en gros, ce que j'ai fait c'est que j'ai été consulter une gynécologue. Elle m'a prescrit au début des pilules normales. Elle m'a dit, en fait, ça va réguler mon cycle. Sauf que au début, ça fonctionne, ça régule ton cycle. Mais à force d'en prendre, ça ne régule pas du tout le cycle. Mon cycle, il est pareil, il est encore abondant, j'ai encore des douleurs. Et du coup, j'y retourne. Et là, on me prescrit en fait les pilules progestogènes. Et c'est à partir de là, en fait, c'est les petites pilules blanches qu'il faut prendre toute la plaquette tout le temps. Une fois que la plaquette est finie, on continue. En fait, de là, en fait, ça stoppe les règles. Okay. Donc moi, ça stoppe mes règles, mais à chaque période où mes règles devaient commencer, grosse douleur, le ventre qui gonfle, ça va pas, des douleurs dans le bas du dos, des douleurs au niveau des ovaires. Donc moi, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, qu'il faut que je consulte et tout. Et en fait, je continue de consulter. Et en fait, à ce moment-là, c'était en 2018, à ce moment-là, en fait, l'endométriose, c'est une maladie qui est en fusion, donc il y a tout le monde qui en parle et tout. Donc moi, je fais mes recherches, je me dis, j'ai un peu les symptômes pareils. Genre, je ne dis pas que j'ai la maladie, mais je dis, j'ai un peu les symptômes pareils. Et là, en fait, je me dirige vers une sage-femme. Et là, vraiment couteau, en mode, ah, mais vous voulez être à la mode, vous voulez avoir la même maladie que tout le monde, ou c'est comment toutes les femmes, elles sont là, elles veulent toutes avoir l'endométriose, c'est quoi? Et de là, en fait... c'était vraiment coup dur parce que moi, je prends une pilule qui me fait prendre du poids. Parce que vraiment, j'ai vraiment pris du poids. J'ai pris 20 kilos. Je suis toute seule parce que du coup, je suis venue aussi en France entre-temps pour mes études. Je suis toute seule, je suis loin de ma famille, ça va pas. Je me dis, je fais comment en fait moi, je vais voir des médecins, on me dit que j'ai rien, que c'est moi en fait, je psychote pour rien, que c'est normal. On m'a même sorti, mais vous savez, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, sinon c'est pas des règles, c'est que vous n'êtes pas une femme et tout. Donc au bout d'un moment, tu te poses des questions, tu te dis, c'est peut-être toi qui psychote. Et après, moi, de moi-même, j'ai arrêté la pilule. Sauf que t'arrêtes la pilule, le cycle il continue. Donc moi, mes règles, elles sont là, elles reviennent en abondance. Ça va pas, j'ai des douleurs de plus en plus fortes. Donc en fait, entre-temps, je retourne en Guyane. Il y a tout le monde qui me fait la réflexion, parce que moi je viens de la Guyane, il y a tout le monde qui me fait la réflexion. Ah mais t'as grossi, t'as pris du poids, nanani. Oui je sais, oui je sais, merci, c'est gentil. Quand tu retrouves auprès de ta famille, c'est toujours comme ça. C'est ça. Et en fait, c'est de là en fait, j'ai été voir mon médecin, le médecin traitant en Guyane, et c'est lui en fait, il me dit il y a ça qui existe, il y a tel médecin en France et tout, faut aller voir, faut faire ça. Donc moi quand je retourne en France, c'est ce que je fais. Je vais voir le médecin dont il me parle en question. En fait, c'est de là, lui, en fait, il ne passe pas à côté. Il me prend vraiment au sérieux. Donc, ça me fait échographie pelvienne, ça me fait même un scanner. Et c'est de là, en fait, le coup, il est dur. J'apprends que j'ai l'endométriose. Après, ça va. C'est pas non plus une grosse endométriose. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, pour les personnes qui ne sauraient pas, qu'est-ce que l'endométriose, s'il te plaît ? Alors l'endométriose, c'est une maladie qui touche les femmes. Une femme sur 10. Une femme sur 10 en plus. C'est une maladie en fait au niveau de l'endomètre. En fait, on a des lésions dans l'endomètre qui font que ça peut rendre stérile ou pas certaines femmes. Et en fait, ça vient toucher surtout la période des règles. Alors, ça provoque des douleurs. On peut avoir le ventre qui gonfle pendant les règles. On a de fortes douleurs au niveau du ventre, en fait, parce que au niveau de l'endomètre, comme il y a des lésions pendant les règles, ça fait super mal. C'est tout ça, en fait. Je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, bien sûr. Il faut aussi préciser que tu peux aussi avoir du développement de muqueuse endométriale. Oui. Ailleurs où ça devrait être. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu peux avoir aussi d'autres complications. C'est ça.
Parce qu'on peut avoir au niveau des reins, au niveau des intestins, tout Ouais, ça. exactement. Et de là, c'est vraiment pire. Et c'est lorsqu'il y a le développement de muqueuses ailleurs qu'il y a vraiment infertilité du coup. Ok. Parce que moi, pour l'instant, Dieu merci, j'ai que les lésions dans l'endomètre. Et en fait, comme je disais, j'ai l'endométriose et le SOPK, avec des multipolykystiques sur l'ovaire gauche surtout. Donc le SOPK, c'est le syndrome des ovaires Polykystiques, c'est ça. Et du coup, de là, on continue la pilule progestogène, mais ça ne me va pas. Je prends de plus en plus de poids, ça ne va pas. Donc en fait, on me propose l'implant. On me dit, avec l'implant, vu qu'en fait, avec l'implant, on peut ne pas du tout avoir de règles. Donc en fait, ça va calmer mes douleurs, ça va aller et tout. Donc moi, je me dis, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, j'essaye. Sauf que là, c'est vraiment la catastrophe. Mais là, j'ai pas pris du poids, j'ai maigri, les nausées, le vomissement, les remontées acides. Genre vraiment, pourtant, on m'a donné... Moi, on m'a juste dit, les syndromes que je peux avoir, c'est prendre du poids. Moi, on m'a pas dit que je pouvais faire l'effet inverse. Ok. Mais moi, j'ai perdu du poids, j'ai commencé à vomir tout le temps, j'étais tout le temps malade, tout le temps en grande faiblesse. Ça n'allait pas du tout. Et ça, sur toute la première année du port d'implant. Et quand je suis retournée, en fait... on me dit, mais non, mais c'est le temps que le corps s'adapte et tout, ça va aller. À partir de la deuxième année, là, c'est revirement de situation. Je reprends plus 20 kilos, plus 15 kilos, excusez-moi. Et là, j'étais, pardon, non, ça va pas. Et après, j'ai enlevé. Et jusqu'à présent, j'ai pas encore perdu le poids que j'ai pris par rapport à l'implant. Mais c'était vraiment, vraiment, en fait, la contraception, c'est très dur parce que les médecins, en fait, ils disent pas tout. Ils disent oui, vous avez tel problème, ça va aller, ça va le faire. Mais ils disent pas tout. Ils nous disent pas toute la vérité. On sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On est là, en fait, on se dit, déjà, ça va nous protéger. Et moi, dans mon cas, en fait, je pensais surtout au fait que ça va m'aider par rapport à mes problèmes de santé. Mais en fait, ça m'en a apporté d'autres problèmes, en fait. J'ai une question par rapport à ta prise, par rapport au stérilet, c'est ça que tu as mis? Non, l'implant contraceptif. Est-ce que du coup, on t'a dit une cause à effet par rapport à ta perte et ta prise de poids? Non. 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 C'est quelque chose que tu as déduit de toi-même par rapport à ce que tu as ressenti? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai mis l'implant. Les jours qui ont suivi la pose d'implant, je commençais à me sentir mal, à vomir. En fait, je vomissais tout le temps. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Et vraiment, en fait, j'ai perdu énormément de poids sur le mois qui a suivi. Ok. Mais parce que de base, j'étais environ dans les 70 kilos. Je suis descendue à 58 kilos. Et tu es allée consulter ou pas du tout? Si, je suis allée consulter justement. Et c'est de là qu'on m'a dit non, c'est le temps que... C'est vrai que l'implant, ça peut causer de prise ou perte. Mais c'est le temps que ton corps il s'adapte, après ça va aller. Ok. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, on m'a dit que le après, ça ira, que c'est juste un temps d'adaptation. Mais mon temps d'adaptation, en fait, il n'est jamais arrivé. Parce qu'au final, pendant une année, je faisais que maigrir, ça n'allait pas. Et après, ça a été l'effet inverse. En fait, j'ai commencé à reprendre du poids pour tout et pour rien. Et en plus de ça, par rapport à tout ce qui est endométriose et SOPK, je me disais, j'ai pas de règles, ça va me calmer. Mais pas du tout, en fait. Déjà, parce que tous les 3 mois, j'avais mes règles qui revenaient à foison. Et en plus de ça, tous les mois, à la période où je devais avoir mes règles, j'avais des douleurs, mais le genre de douleurs tellement intenses qu'en fait, je restais dans mon lit, je ratais des cours. Et c'est pareil. Ça t'handicapait aussi dans la vie de tous les jours. C'est ça. Et du coup, on notera aussi que par rapport à l'endométriose, pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Donc, tout ce que les médecins proposent, en fait, c'est de soulager les symptômes de la maladie. C'est ça. En fait, ils proposent vraiment l'opération, parce que je sais qu'il y a des gens qui se font opérer, mais c'est vraiment quand les muqueuses sont développées, qu'elles sont ailleurs que dans l'endomètre. Et moi, comme j'ai dit, j'ai que des lésions dans mon endomètre. Et malheureusement, ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu volonté, en fait, de développer la recherche sur l'endométriose et sur les contraceptifs féminins de façon générale. Donc, à l'heure actuelle, si on n'a pas de solution, c'est pas parce qu'on ne veut pas en avoir, c'est que il n'y a pas eu de recherche qui se sont questionnées, plus posé la question du pourquoi, du comment. Actuellement, c'est en train de... ça commence. Donc, j'espère que... Mais c'est fou quand même pour une maladie qui touche une femme sur 10. C'est énorme, hein.
C'est énorme. Ouais. C'est fou. Et toi, du coup, Sandy, est-ce que tu peux nous raconter aussi ton expérience avec la contraception? Alors moi, j'ai pas eu de très grosses expériences négatives, contrairement à toi. J'ai commencé par du coup le préservatif, hein. Après, j'ai essayé la pilule contraceptive, mais très peu de temps. Je me souviens pas pourquoi du comment, mais ça a duré à peine, je crois, 2 semaines. Peut-être que j'ai flairé le mais je sais pas, je pense que c'est le fait de prendre quelque chose tous les jours à une heure fixe, parce qu'en plus, en fonction des horaires que tu prends, si tu loupes de 3 à 6 heures en fonction de la pilule, elle est plus effective. Et je trouvais ça un peu anormal pour moi de prendre une pilule qui a arrêté mes règles. En fait, je pense que c'est le fait de ne plus avoir mes règles, c'était un peu bizarre pour moi, ça me perturbait. Et du coup, j'ai mis très vite l'implant, contraceptif, comme toi. J'ai eu aucun effet négatif sur ma santé. De base, j'avais pas des règles hyper douloureuses. J'ai pas des SOPK, j'ai pas d'endométriose, donc j'ai bien vécu. Et puis, j'ai enchaîné sur un deuxième implant par la suite, parce que c'est 3 ans, donc j'ai fait encore 4 ans. Mais le seul effet négatif que je pourrais dire, c'est mes règles, elles étaient là, donc ça allait. Mais l'effet sur l'humeur, je trouve que, émotionnellement parlant, ça a changé quelque chose en moi. Genre. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que j'étais moi sans être moi. Enfin, c'était moi, mais une autre version de moi-même, quoi. Voilà. Dans quel sens, du coup? Dans quel sens? Dans le sens où j'avais l'impression qu'émotionnellement, genre, j'étais éteinte. Donc, comment dire, j'avais moins d'empathie pour certaines situations. J'étais beaucoup plus refermée. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai grandi et que j'ai évolué qui a fait que je suis celle que je suis actuellement. Mais j'étais beaucoup plus extravertie avant et je trouve que je me suis pas mal renfermée. Donc, je ne sais pas si ça a un lien. Hein. Je peux pas faire de cause à effet comme ça, mais par rapport à ce que je ressens moi, je pense que ça a un peu contribué. Et j'ai fini par la pose du stérilet en cuivre, car je pense, comme beaucoup de femmes, la volonté d'arrêter les hormones. Bon, faut pas les pointer du doigt, hein. Il y a des effets positifs et négatifs pour chaque contraception, mais je pense qu'on est à même de pouvoir choisir ce qu'on veut nous, voilà, de savoir ce qui est mieux pour nous, parce qu'on se connaît bien, nous. Et de savoir, non, les hormones, ça ne me convient pas tant que ça. Je préférais avoir un contraceptif qui est sans hormones. Donc c'est pour ça que j'ai pris le contraceptif, du coup, stérile en cuivre, ça se passe hyper bien actuellement. J'ai aucun problème. Par contre, la mise du stérilet, j'étais pas prête. La douleur ressentie, j'étais pas prête. Donc, voilà. Ok. Et du coup, toi, Anissa? Du coup, moi, j'ai eu mes règles pareil, très très jeune. Et j'ai remarqué dès le début de mes règles qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que j'avais mes règles, pendant 4 mois ça stoppait, ça revenait, je me disais bon, allez Anissa, c'est le début, quand ça va se lancer, c'est bon, ça va être régulé. À 15 ans, j'ai commencé à me dire bon, c'est pas normal, t'as des règles douloureuses, tu sors pas de ton lit, t'as mal, va voir une gynéco. Sauf que bon, à 15 ans, t'as pas forcément envie de demander de l'aide à quelqu'un, tu te dis bon, c'est délicat. Du coup, je suis passée par un planning familial, et aller au planning familial, c'est une expérience. C'est une expérience parce qu'on tombe sur tout type de professionnels de santé. Il y a ceux qui sont totalement compréhensifs et les autres, c'est bon, t'as 15 ans, t'as d'autres chats à fouetter, enfin, pourquoi t'es là? Je finis par avoir un rendez-vous et j'explique ma situation. On me dit oui, parce que peut-être c'est ton année du brevet, t'es stressée. Tu dois être quelqu'un d'anxieux, donc forcément, t'as pas tes règles. On va te mettre sous pilule. Bon, je commence par une pilule aux œstrogènes. Ça se passe mal. Ça se passe mal, j'avais jamais eu de problème d'acné jusque-là, et bingo, j'ai de l'acné. Ok, mais j'ai toujours pas mes règles. On me dit Anissa, tu peux pas dire au bout de 3 mois qu'une pilule elle te convient pas, attends un peu. Et j'attends, 1 an passe, y a rien. On me dit bon, tu vas avoir tes règles, ok, y a pas de souci, et nous on va te proposer l'implant. Okay. Donc j'ai testé l'implant, et là oui, j'ai eu mes règles, mais tous les jours pendant 6 mois. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est plus pareil. Là, c'est non, à un moment donné, c'est bon, voilà. Et j'ai remarqué que j'étais vraiment triste en fait sous implant. J'étais angoissée plus que d'habitude. Ça allait pas. Et bien sûr, on m'écoute pas. Je finis quand même par me plaindre parce que je me dis faut peut-être qu'à un moment donné, tu mettes ta timidité de côté et que tu dises je veux m'écouter, je vais écouter mon corps. Ça va pas. Donc en fait, pas du tout. Je prends ma grande sœur avec moi qui m'accompagne chez le gynéco.
Et là, on me dit, bon, ok, on va tester de te mettre sous implant, du coup, continuer l'implant, et te mettre aussi sous pilule en même temps. Ok. C'était pas une bonne idée. C'était pas du tout une bonne idée. Deux contraceptions en même temps. Ouais, donc de janvier jusqu'à juillet, en fait, j'étais sous 2 contraceptions en même temps. D'accord. T'avais quoi comme contraception? L'implant plus la pilule aux oestrogènes. Ok, donc implant, progestérone plus... Ah oui, non, plus c'était pilule, ça, je pense que c'était un œstrogestatif. test. On s'est dit, on va tester un truc, c'est bien un cas, et bingo, c'est toi. Et du coup, je finis par faire une échographie, on me dit, ah, effectivement, vous avez une grosseur à l'ovaire droit. Et je demande ce que c'est. Non, t'inquiète, ça va passer, hein, c'est pas... T'as mal? Oui, mais t'es une femme, donc tu sais quoi, c'est pas grave, ça va passer. Donc toi, tu te plains déjà depuis des mois, voire des années, et jusqu'ici, on t'a pas fait de scanner, et on t'avait rien fait en fait. Juste une écho pelvienne, donc pas du tout endovaginale, du coup déjà c'est flou, c'est pas pareil. Et comme j'avais tout le temps mes règles, c'était compliqué du coup de voir les flux, enfin ce qui se passait. En juillet, ça y est, on m'enlève l'implant. Et je continue du coup que sous pilule aux oestrogènes parce que je me dis, bon, allez, Anissa, t'as changé de pilule, ça va bien se passer. N'aie pas un avis négatif sur les oestrogènes alors que t'as testé qu'une pilule. Pas du tout, j'ai plus mes règles. Et pareil, les sautes d'humeur, le stress, l'acné. Et franchement, l'acné, en vrai, c'est handicapant. Hein. Quand on a un problème sur son visage, qu'on voit tous les jours dès qu'on se réveille, ça peut vraiment démoraliser quelqu'un, surtout dans l'adolescence en fait, où c'est la période où on se recherche, on ne sait pas qui on est. Et ça passe jusqu'à l'année d'après, où bon, là c'est bon, je commence à me dire, je tape du poing, j'ai mal. On décide de me faire une échographie endovaginale et là on voit, ah oui, c'était pas qu'une petite grosseur, en fait, je pense que vous avez un SOPK, parce qu'il y a plein de follicules sur les 2 ovaires. Donc en fait, on a attendu que ça macère bien, que ça prenne le temps, voilà, c'est bon. Et on me fait une prise de sang. Ah oui, vous avez un niveau d'androgène un peu élevé. Ouais, ça pue. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Oui, en fait, le truc, c'est que vous supportez pas bien les oestrogènes. Je sais pas trop quoi vous proposer. On reste sous pilule. Pour les douleurs, on vous donne du Lamaline, hein, ça va passer tranquille. Non, ça passe pas. J'ai pas mes règles, je vais toujours mal. Et jusqu'en août de l'année d'après, où en fait, palpitations au cœur tous les jours. Avec la pilule, palpitations au cœur tous les jours. À chaque fois que je vais chez la gynéco, 17-18 de tension. Et on me dit, mais non, mais c'est parce que vous êtes stressé en venant là, parce que vous savez qu'il y aurait des mauvais résultats. C'est fou de minimiser à ce point-là tout ce que tu dis. Oui, parce qu'en fait, je suis seule et que je m'affirme pas. Parce que je suis pas professionnelle de santé, j'ai pas envie de m'inventer des choses, des symptômes. Donc, non, mais du coup, dis rien. C'est pas ta faute, quoi. Enfin, genre, quand tu dis ouais, c'est parce que je suis jeune, c'est pas ta faute, en fait. Oui, c'est pas. Mais en fait, quand il y a plusieurs professionnels de santé qui se disent ouais, c'est bon, ça va passer, en fait, tu finis par croire que ça va passer. Sûr. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il faut rappeler que le SOPK, c'est un peu les mêmes symptômes que l'endométriose. C'est-à-dire que j'ai le ventre qui gonfle. Plusieurs fois, on m'a demandé si je voulais la place dans les transports. Je ne suis pas enceinte, j'ai juste mal. Il y a la prise de poids, je vais y venir. Et il y a même des troubles digestifs. Il y a la pilosité aussi. Il y a la pilosité. La pilosité, c'est horrible. Et il y a la chute de cheveux. C'est là, en fait, avant, je perdais énormément mes cheveux sur le devant. Et ça, on s'est dit, oui, bon, ok, peut-être que t'es mal. Peut-être que t'es mal, ouais, ça peut, voilà. Donc, on a décidé de m'arrêter totalement la pilule. Parce que j'ai été voir un cardiologue qui en fait me faisait prendre ma tension à plusieurs heures de la journée. Et là, en fait, avec le bilan du cardiologue qui a pu m'appuyer, merci, on a pu détecter que oui, en fait, je supportais pas les hormones. Les oestrogènes, c'était pas fait pour moi et que ça fatiguait trop mon cœur, en fait. On me dit, Anissa, j'ai une solution pour toi, sans hormones, le stérilet en cuivre. Et je pose quand même la question. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée vu que j'ai un SOPK et que j'ai beaucoup de contractions? Bah oui, c'est une bonne idée, Anissa. T'avais des règles abondantes du coup? J'avais pas de règles, moi. Ah, t'avais pas de règles. Mais avant toutes ces problématiques, je n'avais pas. T'avais pas de règles. C'est-à-dire que j'ai des spottings. Ouais, des moments où t'avais pas des règles. Ouais, t'avais tous les symptômes en fait. Oui, c'est ça, j'étais dedans, mais on m'a dit non. Mais j'étais dedans. Quand même, ça fait... Et pareil, l'expérience pour aller faire une échographie, c'est quelque chose parce que t'as mal, tu dis que t'as mal,
Mais en fait, que ce soit une échographe ou un échographe, Ils s'en foutent, ils appuient quand même hyper fort. c'est ça, et vas-y, mais je trouve pas ton ovaire gauche, je trouve pas ton ovaire droit. Je dis, excusez-moi, j'ai mal. Ah, mais c'est pas ma faute si vous faites du vaginisme. Ah, bah, c'est mais- hyper gentil. Ouais. J'adore. Et le pire, c'est Je suis qu'ils appuient choquée, sur les C'est parois ça. en mode. Et Et toi, t'es en t'es mode, là. Je suis Ok. hyper choquée là. C'est bon. hyper sympa, merci, je le noterai pour la prochaine fois. Et du coup, bah, je décide de me faire poser un stérilet. Et c'était toujours pas une bonne idée. Je le pose en janvier. Et je me dis, c'est bon, en fait, ça va aller. Mais un mois plus tard, je sens quand même que j'ai mal. Je sens que j'ai mal. J'ai plus de contractions que d'habitude. Donc, je retourne faire un bilan chez ma gynéco. Sauf que ma gynéco, en fait, entre-temps, elle est tombée enceinte. Et du coup, bah, elle était en congé mater. Et c'était plus ma safe place de la personne que je Ça, connaissais. c'est compliqué. Et ça. changer de gynéco, c'est dur. Et du coup, on me dit, oui, bah attends un peu, hein. Attends un peu, ça va passer. Bon, bah, j'attends, hein. Comme d'habitude, de toute façon, je suis habituée. Ouais. Voilà, donc un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. J'attends, ça passe pas. Et en plus, eh ben, devinez quoi, j'ai toujours pas mes règles. Ah ouais, avec Non, le oui. stérilet en cuivre. Je n'ai pas mes règles. Il n'y a pas d'hormones, donc on ne déclenche Bah pas oui. mes règles, donc j'ai pas mes règles. Donc, Bah oui. donc en fait, en quoi ça a servi à ma problématique? Mm. Rien, c'était un test. On m'a dit, madame, vous êtes un cas d'école. C'est hyper sympa, j'ai grave aimé la remarque. Ah bah oui. Alors que ça touche, encore une fois, aussi une femme sur 10, que c'est la première cause d'infertilité féminine en France. C'est Enfin, pas que d'ailleurs, je pense. Mais c'est fou. Donc oui, quand t'es jeune, donc on dit au fait, t'es infertile, hyper sympa, Mm. merci, c'est hyper chouette. Et le jour de mon anniversaire, bingo, eh ben, j'ai mes règles. Ok. Donc de janvier, parce qu'on me l'a posé, je me rappelle très bien, alors là, le 29 janvier. Ça t'a fait mal quand tu l'as posé? Oh bah oui, Ouais. oui. Et même après, en fait. Et puis, je sais pas, c'est bizarre d'avoir un corps étranger en soi, c'est très bizarre. Et donc, le 18 juillet, eh ben, je vais voir un gynéco qui me dit « Ah, mais bah oui, c'est normal que vous avez mal. Pourquoi on va la laisser, en fait ?» Le fil, il s'était totalement enroulé contre le stérilet. Donc, comment on l'enlève? Trop marrant. Mais je ne savais pas. Et il me dit « Oui, bah, en fait, vous n'avez pas qu'un SOPK, vous avez des varices pelviennes. » Ok, On m'a toujours pas expliqué. d'accord. Et une dystrophie ovarienne. Je sais toujours pas ce que c'est. J'ai dit juste ouais, bon, bah ok. Et du coup, c'est là qu'il m'a prescrit une ordonnance pour me le faire enlever parce que c'était plus possible. Ok. Donc on finit quand même par me l'enlever. Quelques semaines après, je finis par l'enlever. Ça va. Je suis pas Donc sous, depuis, tu n'as plus de contraception? Non, après je me suis dit oui, bon, t'as toujours pas tes règles. En fait, ma gynéco m'a fait compter le nombre de fois dans l'année où j'avais mes règles. Ok. Et c'est moins de 4 fois dans l'année. Ok. Donc, c'est pas beaucoup. Oui. Donc, on m'a dit oui, bon, bah, on va essayer la pilule à la progestérone. Et donc là, je suis actuellement sous pilule progestérone. Ouais. Ok. J'ai mes règles parfois, ça va. Pas trop d'acné, Ok. mais j'ai pris 20 kilos. Ah ouais. Oui, bah oui. J'ai pris 20 kilos. Et à chaque fois que tu croises quelqu'un, ah ouais, t'as grossi, hein? Ah, mais t'es sûre que ça va? Ah, mais c'est l'amour. Ça rend heureux. Pas du tout. Pas du tout. Pas du Mais tout. ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui disent ça, c'est l'amour qui te fait grossir. C'est Pas la du tout. contraception. C'est vraiment la contraception. Voilà, pas du tout. Donc, quand tu prends 20 kilos et que tu passes d'un 36 à un 40 d'un coup, t'es choqué. Hein. Ouais. Faut se le dire, parce que 20 kilos en un an, c'est énorme. T'as Oui, pris oui. plus de kilos que de mois dans l'année. C'est Donc, vrai. Mais du coup, t'as été diagnostiquée du coup. Oui. SOPK, et Ouais. c'est là où ils ont essayé pas mal de choses sur oui, toi. c'est ça. C'est Pour ça. voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui fonctionnait pas sur toi. C'est ça. Du coup, tu l'as pas du tout bien vécu. Je peux l'imaginer que ça devait pas être évident pour toi. Toi, comment t'as vécu tout ça, titre personnel? En fait, je me suis pas sentie écoutée. Moi, je pars du principe qu'il faut écouter son corps. Et en fait, quand tu dis oui, mais moi, je vais écouter mon corps, je vais écouter ce que je ressens, et ben on dit oui, mais vous n'êtes pas médecin. D'accord, vous êtes médecin, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je le vis mal, j'ai l'impression d'être seule. Seule et pas comprise, surtout quand on te balance en fait un syndrome et que tu ne sais pas vraiment ce que c'est, les tenants et les aboutissants, parce que, rappelons-le, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas reconnu le SOPK. T'es une chochotte, c'est bon, ça va passer. Et ben en fait, t'es perdu. Tu fais des recherches toi-même, tu regardes autour de femmes autour de toi. Et quand vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes, Ah bah oui. et ben tu te dis,
on a un problème dans notre corps de santé. Là. Ouais. Oui. Le problème, c'est que quand tu fais des recherches toi-même, après les médecins ils te disent faut arrêter de vouloir des maladies que vous n'avez pas. C'est ça. Et moi, je trouve ça fou parce que quasiment tous les visios que j'ai eus pour pouvoir faire cette émission, je suis quasiment tombée que sur des filles qui m'ont dit qu'elles avaient au moins le SOPK, voire l'endométriose. Toutes. Ah oui, parce que c'est un peu aussi un facteur environnemental. Enfin, c'est Oui, dû à un facteur environnemental. aussi. Donc, ouais. Mais ça touche énormément de femmes et on n'est pas écouté. Non. On n'est pas écouté. Moi, j'ai un membre de mon entourage. Bon, elle n'est pas très... voilà, la sexualité, tout ça, c'est pas trop son domaine. Donc, voilà, parce que vous allez comprendre par rapport à ce que je vais dire après. Mais du coup, pareil, très jeune, elle a eu des problèmes au niveau de ses règles. Donc, des fortes douleurs, des saignements vraiment hémorragiques. Et on lui a prescrit la pilule à 14 ans, sauf qu'elle ne savait pas que c'était un contraceptif. C'est-à-dire qu'elle a su, peut-être à ses 20 ans, 21 ans, en fait, pour elle, en fait, elle prenait un traitement pour ses règles, mais elle ne savait pas que c'était un contraceptif. C'est juste un exemple à donner pour expliquer à quel point, déjà, on n'est pas écouté, mais au-delà de ça, on nous explique rien, en fait. C'est ton corps, on te fait certaines choses, on t'emmène d'endroit en endroit. Là, par exemple, tu me parles de certaines... on ne sait pas du coup ce que c'est, des symptômes, des maladies, des syndromes, on ne sait pas. Et on ne t'explique pas et on te laisse comme ça dans le flou, alors que c'est ton corps, c'est ton rapport avec ton intimité. C'est clair. Et je trouve ça fou que ce soit à ce point-là peu reconnu pour le nombre de femmes qui sont touchées franchement par ce problème-là. Oui. Après, je pense que déjà le problème il est sociétal. On sait très bien que déjà, en tant que femme et tout, même jeune, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Enfin, genre, c'est l'idée qu'on se fait. Ouais. Et du coup, ça, c'est une première problématique. Et aussi dans le corps médical, comment on va du coup apprendre et éduquer les futurs médecins sur ces problématiques. Et je pense que les choses changent grâce aux femmes qui en parlent et tout ça, que à titre personnel, dans les cours, on a beaucoup plus de cours sur tout ce qui est sémiologie et sur rapport patient-médecin. D'accord. Et j'apprécie beaucoup. Des choses qu'il n'y avait pas l'année dernière. Il y a une réforme des études. Il y avait pas. des nouveaux modules, en fait, il y a des nouveaux modules, exactement, qui sont là. La sémiologie, elle a une place hyper importante dans notre cursus. On doit la vider. La sémiologie, c'est... Sémiologie, en gros, c'est comment on apprend comment on traite un patient dans la vie de tous les jours. Donc, le rapport qu'on va avoir. Donc, sémiologie pédiatrique, gynécologique, il y en a plusieurs. Mais comment on va se positionner devant le patient lorsqu'il y a, pour X ou Y raison. Et du coup, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est être à l'écoute du patient, essayer d'être les plus objectifs possibles. Et on a aussi un cours sur la sémiologie de la douleur qui montre bien que la douleur, c'est quelque chose du coup de subjectif. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir un minimum de recul et se dire que, pas le prendre personnellement, pas se dire, moi, j'aurais pas mal à sa place. Si elle a mal, si elle dit qu'elle a mal, c'est qu'elle a mal. On ne va pas essayer de contourner le truc en se disant, oh mais non, en minimisant les choses. Donc je trouve qu'elle... Dans les cours que j'ai, en tout cas, ça a une place hyper importante. Tu me donnes un peu d'espoir pour l'avenir. Exactement. Du coup, moi aussi, je vais vous partager mon expérience avec la contraception. Donc moi, pour le coup, depuis assez jeune, j'ai toujours eu le souvenir d'avoir eu des cours d'éducation sexuelle à l'école. Vraiment, je pense que ça a commencé au CM1 ou CM2, donc de manière très pédagogue au début, très soft, et puis petit à petit, rentrer un peu plus profond dans le sujet. Donc du coup, c'est vrai qu'assez jeune, en fait, j'étais très au courant de toutes les formes de contraception qu'il y avait. Et moi, je savais déjà que je ne voulais pas la pilule parce que je suis tête en l'air. Voilà. Je suis tête en l'air, c'était la seule raison, c'est juste que je suis hyper tête en l'air. Moi, c'est mort, je savais que la pilule, ça ne m'irait pas. Donc, je me suis rendue également dans un planning familial. C'est fou parce qu'en tant que femme, c'est pas fou parce qu'en fait, c'est la société qui veut que, mais la sexualité, c'est hyper tabou. La contraception, pourtant, moi, pour le coup, je sais que j'ai des parents qui sont hyper ouverts d'esprit, mais je pense que le tabou, je l'ai créé limite à l'école, en fait, avec l'entourage, les amis, les discours de chacun. Donc, même si ma mère, elle aurait
totalement pu m'emmener chez le gynéco, mais non, j'ai préféré aller au planning familial. J'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'était il y a longtemps, j'avais 17 ans, mais dans mes souvenirs, ça s'est pas trop mal passé. J'ai expliqué que du coup, je voulais l'implant contraceptif. Voilà, je suis arrivée au magasin, je savais ce que je voulais. Alors, j'ai dit direct que je veux un implant parce que je me suis dit, voilà, à cet âge-là, je ne me voyais pas avoir un médecin qui me touche en bas. Donc, du coup, je me suis dit, le bras, ça va, c'est tout le temps dans mon corps, je ne me pose pas trop de questions. Donc, on me pose cet implant contraceptif. Et dans les 3 premières années, du coup, franchement, j'ai rien remarqué, genre aucun changement. J'avais même pas mes règles, donc j'étais trop contente, enfin vraiment. Mais avec le recul, c'est vrai que moi aussi, j'avais ce côté où j'étais beaucoup moins sensible. Ma mère, elle me reconnaissait pas, mais après, j'avais aussi des problèmes au lycée, donc je sais pas. Enfin, je pense que c'était peut-être un mélange de tout. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on me disait vraiment que je ne souriais plus, que j'étais éteinte. Vraiment, le mot que tu as dit résonne vachement en moi. Donc du coup, je me demande aussi si ça n'a pas accentué mon état à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, pendant les 3 premières années, globalement, ça se passe assez bien. Et en fait, au bout de 3 ans, il faut le changer. Du coup, je le change. Je ne suis même pas en couple à ce moment-là. Je le change juste par automatisme. Je me dis, bon, bah, on me le retire tant qu'à faire autant qu'on m'en remette un. Du coup, c'est ce qui se passe. Et là, il y a eu énormément de changements. Mais je n'ai pas du tout fait le lien avec mon implant. Donc en fait, je suis passée par un gynéco, donc pareil, j'avais pas de suivi gynécologique vu qu'en plus la première fois j'étais passée par un planning. Donc du coup voilà, j'étais allée chez un gynéco, il me l'avait posé et tout. Ensuite j'étais partie à Londres et prise de poids, donc j'ai pris 10 kilos. C'est-à-dire que je suis partie à Londres, je suis revenue à Londres 4 mois après, plus 10. Donc on me le disait sous mes photos sur mes réseaux parce qu'en plus j'étais déjà créatrice de contenu. Donc on commence à me dire mais tu prends du poids, Leslie tu peux plus faire des photos comme avant. Je me rappelle de ce genre de remarques. Et pareil, une fois que que je rentre chez moi, mon entourage me fait aussi comprendre que j'ai pris du poids. Mais je voulais pas l'écouter, je voulais pas l'entendre parce que moi je me rendais pas compte. Et effectivement, à me donner coup dur, je me pèse, je vois que j'ai pris plus 10 kilos. Donc de là, je me dis que c'est pas possible. Directement, je veux rentrer dans un régime parce qu'en plus, pareil, depuis petite, j'ai toujours, avec le recul, j'étais pas du tout bouboule, mais bon, il y avait toujours ce côté, ce rapport au poids où on te fait croire que t'es grosse alors que tu ne l'es pas. Donc du coup, directement, obligatoirement en régime, c'est ce que je fais. J'arrive à perdre mes 10 kilos. Et de là, objectif atteint, je me repose un petit peu sur mes acquis. Bam, je reprends 20 kilos en un an. Voilà, j'ai repris le double. Au niveau de mon humeur, je suis devenue beaucoup plus sensible. Je me rappelle d'épisodes de moi où je pleure à chaudes larmes pour des raisons très futiles, où vraiment j'étais inconsolable et je ne comprenais pas parce qu'encore une fois, je ne faisais pas le lien avec l'implant contraceptif. Donc beaucoup plus sensible en fait dans tous les états, que ce soit dans le fait d'être plus heureuse ou plus malheureuse, ou plus en colère, des états assez changeants. Et ensuite vient le moment où je dois changer de contraception. Ah oui, aussi je précise que j'avais vraiment une baisse de libido. Ah oui. Et en fait, c'est vrai. Jusqu'au point, en fait je m'en rendais tellement pas compte parce que comme ça faisait du coup en totalité 6 ans que j'étais sous implant, en fait pour moi j'étais comme ça. Je me dis juste que ça m'intéressait, mais pas plus que ça, quoi. En fait, je faisais pas le rapprochement. Je savais même pas qu'en fait j'avais vraiment des envies ou non. Ouais. Je savais pas en fait ce que c'était limite d'avoir vraiment une libido normale ou propre à mon corps. Ouais. Donc ensuite vient le moment où on me retire mon implant contraceptif. Donc là, je me suis rendue chez une sage-femme. Je recommande. En tout cas, moi, elle est super, vraiment super gentille. Elle respecte vraiment mon consentement. Vraiment, elle est top. Je l'ai rencontrée du coup sur Bordeaux. Et sachez que vous pouvez vous rendre chez une sage-femme au lieu d'un gynécologue si vous n'avez pas eu de bonnes expériences avec les gynécos. Une boucherie, franchement une boucherie, elle a galéré à me le retirer parce qu'en fait j'avais pris tellement de poids, j'avais eu tellement de variations de poids que j'avais de la graisse qui avait recouvert mon implant. Donc voilà, elle a galéré pour me retirer le truc. Suite à ça, moi je lui dis que je veux du coup un stérilet en cuivre parce que je ne veux plus d'hormones dans mon corps, vu que c'est vraiment vers la fin que j'ai fait le rapprochement avec tout ce qui m'était arrivé. Donc elle me pose le stérilet en cuivre, je pense qu'elle a mis 1 heure.
Ah oui. À me le mettre. Elle avait Elle du n'y mal, arrivait pas parce qu'en fait, elle est tellement douce et elle voyait que ça me faisait tellement mal qu'elle avait du mal, mais du coup, ça crée une situation où ça commence à durer. Moi, je suis là, je vois que ça lui fait de la peine, que j'ai de la peine. Donc, enfin voilà, une situation très compliquée. Sa collègue, elle est arrivée, tac, elle me l'a mis. Franchement, je pense que ça a été la pire douleur de ma vie jusqu'ici. J'ai pleuré tout le long. Même sa collègue à un moment donné me dit mais arrêtez de pleurer, c'est fini. J'ai envie de dire mais ça fait encore mal. Voilà, ça fait encore mal. Même quand il est mis, il est en place, ça fait encore mal. Donc en fait vraiment une douleur, mais j'ai jamais entendu ça. Enfin j'avais jamais entendu quelqu'un dire ça fait mal. Donc vraiment je me rappelle de moi en voiture, en pleurs. Je rentre chez moi, je pleure. Les jours qui suivent, ça me fait hyper mal. Et jusqu'à aujourd'hui, du coup, j'ai redécouvert un peu mon corps sans hormones finalement, parce que depuis 17 ans, je m'étais infligé ça. Donc, ça fait. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai des symptômes prémenstruels qui varient, hein, mais voilà. Donc, la poitrine qui est sensible, j'ai des ballonnements, j'ai pas mal de maux de tête, des douleurs en bas du dos, tout ça. Bon, voilà, j'ai appris à reconnaître mon corps, quoi. Une libido du coup qui est revenue à la normale, donc pareil, je me suis redécouverte, on va dire, à ce niveau-là. J'ai des règles assez longues, enfin franchement quand même, par contre, facile 7-8 jours, donc ça c'est un peu relou. Des règles douloureuses, franchement avant ça je n'avais pas connu les règles douloureuses, moi j'avais pas de soucis à ce niveau-là, maintenant c'est le cas. Et voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vrai qu'on voit le stérilet en cuivre vraiment un peu comme la solution. Mais sachez que c'est pas tout beau, tout rose non plus. Voilà. Malheureusement. Mais c'est vrai que. Enfin, je dis pas que je serais passée à une contraception hormonale si j'avais su. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment la solution miracle en tout cas. Alors qu'en fait, pause hyper douloureuse. Douloureuse. Et franchement, je le retire pas parce que j'étais tellement traumatisée par la pause que j'ai pas envie qu'on me le retire. Mais franchement, les règles de 8 jours, là, franchement, j'en peux plus. Sachant qu'en fait, dans un mois, j'ai une semaine où j'ai beaucoup de SPM, donc symptômes prémenstruels, qui sont contraignants, plus une semaine de règles. Ça veut dire que dans le mois, en fait, il n'y a que 2 semaines où je suis tranquille. C'est peu. C'est peu. Sur un an, ça fait 6 mois. Donc, ça est quand même énorme. En fait, on ne se rend pas compte et je trouve ça fou qu'en 2023, toute contraception a des inconvénients et des inconvénients quand même pas du tout négligeables. Et qu'au-delà de ça, comme vous l'avez tout très bien expliqué, on n'est même pas écouté sur nos symptômes, ce qu'on ressent. Enfin, je sais pas, on a nos règles depuis la nuit des temps. Enfin, je trouve ça fou. Il n'y a pas beaucoup d'avancement. C'est le paternalisme médical. Mais je ne sais pas si vous saviez, j'ai appris quelque chose très récemment, j'étais choquée, que même, je ne sais pas si vous connaissez le flux instinctif. Oui, j'ai déjà entendu. Non, en gros, le flux instinctif, ça permet de... En gros, c'est comme quand tu apprends en fait, à te retenir de faire pipi, tu peux faire pareil pour tes règles. Et du coup, d'un point de vue même monétaire, parce qu'on dépense de l'argent aussi dans les protections hygiéniques, dès que tu as tes règles, en fait, on te donne directement du coup la serviette, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Alors que tu peux apprendre ça. En mobilisant ton périnée, tu as cette possibilité d'aller aux toilettes comme tu fais pipi, mais pour libérer tes menstruations. Et ça, je trouve que c'est fou. En fait, ça résume bien toutes les problématiques liées du coup à tout ce qui est contraceptif féminine et tout ça, quoi. Totalement, c'est vrai. Le flux instinctif, il y a quelques années, il y avait une petite tendance comme ça sur YouTube où il y avait pas mal de youtubeuses et tout qui en parlaient. Bon, personnellement, j'ai jamais... Enfin, en fait, directement, tu dis que le processus, il va être long. C'est long. Ça prend à peu près 1 an pour le maîtriser en moyenne. Ouais. Mais c'est vrai que si, par exemple, dès que tu commences à avoir tes règles, on te l'apprenait, que c'était vraiment genre dans les mœurs et tout, je suis sûre que ça pourrait soulager beaucoup de personnes en vrai de vrai. Exactement. Et même pour les personnes qui ont des endométrioses et des SOPK, ça peut être approuvé à 100%, mais ça permettait aussi le fait de pouvoir contrôler aussi du coup son périnée et les contractions, ça pouvait aussi beaucoup aider pendant les règles, au niveau des douleurs. Moi, j'avais rencontré une gynécologue qui m'avait aidé à faire des exercices de respiration et de contraction du coup du périnée pour apprendre à connaître où est-ce que j'ai mal. Comment gérer finalement ma douleur. Et en vrai,
Ça m'a aidée pour les examens gynécologiques où en fait tout le temps je finissais en pleurs parce que comme j'ai peur, Oui. je suis contractée, comme Ouais, je suis tu te contractée bloques. ça passe pas. C'est vrai. Et parfois en fait il y a des personnes qui ne comprennent pas, ils veulent faire vite et finalement je finis tout le temps en pleurs à chaque examen. Et là j'appréhendais et je pleurais avant l'examen et du coup elle m'a appris à faire ça, elle a pris de son temps en fait pour m'aider à gérer mes émotions et mon corps, ce qui est hyper important. Et depuis ça va un peu mieux, ça a été sauf pour la dépose du stérilet. Ouais, c'est douloureux ça. Hein. C'est simple en fait, elle n'a pas cherché à savoir avec le spéculum, elle m'a Elle t'a pincé. rien expliqué, elle t'a pas... En fait elle m'a pincé de l'intérieur et je peux vous dire que ça Ouais, fait elle a, très, ouais, quand la pose très elle est difficile, mal. elle pince pour bien maintenir. Mais c'est fou ça. Ouais. Ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes en fait. Je pense que c'est une problématique du corps médical, du manque d'empathie, du manque de... Ouais, d'empathie en fait. Enfin, juste, t'as pas besoin de vivre les choses pour comprendre que ça fait mal et il faut écouter et être attentif et attentionné avec tes patients et tes patientes. Et pour le coup, ma gynécologue, justement, celle que j'ai dernièrement, moi j'ai eu deux mauvaises expériences. Une très mauvaise, très récemment d'ailleurs, avec une gynécologue qui coûtait une blinde et qui était horrible. Et une deuxième qui était hyper sympa et que je vois tout le temps maintenant. Et du coup, c'est elle qui m'a posé le stérilet. Elle m'a expliqué que ça ferait mal, mais je ne m'attendais pas à cette douleur quand même. Et elle m'a tout expliqué. Elle a dit, bon, je peux y aller, là je regarde, là je fais ça et tout. C'est très important de vraiment dire, ça va être quoi, qu'est-ce qu'on va te faire. Moi aussi, elle me demande toujours, est-ce que je peux, est-ce que tu m'autorises, vous m'autorisez. À chaque fois, elle me demande mon consentement. Et je trouve ça tellement important. Bah oui. Tu vois, même, je sais pas, par exemple, si elle s'occupe du haut, elle va me dire, vous pouvez remettre votre bas ou des choses comme ça. Enfin, vraiment... tout faire pour mettre la patiente quand même la plus à l'aise possible, quoi. Parce que justement, en plus, après, comme tu l'expliques, ça complique. Ça complique ton examen, en fait. Donc, l'idéal, c'est vraiment que ça se passe au mieux. Et je pense que si, de manière générale, on avait une meilleure expérience avec le fait d'aller chez le gynéco, ça irait mieux pour tout le monde. Pour tout le monde. Autant pour les médecins que pour les patients. Exactement. Puis c'est quand même intime, quoi. Donc ce serait bien d'essayer de... Surtout aux urgences. Je sais qu'avec le SOPK, j'allais passer des nuits aux urgences pour dire coucou, j'ai trop mal. La maline, ça passe pas, c'est bon, il y a un moment donné où ton corps il s'habitue aux médicaments et c'est bon. J'ai mal, faut faire un truc. Et je suis déjà tombée sur une interne très très douce, vraiment hyper sympa. Et je lui explique, je lui mets dans le bain, je lui dis bon écoutez voilà, déjà je suis mal à l'aise d'être là et j'ai mal. Et en plus je fais du vaginisme. Donc, l'examen peut être parfois compliqué. Ah oui, mais moi, j'ai pas le temps, on est aux urgences, madame. Ok. Et en fait, pareil, le spéculum, on n'est vraiment pas amis. Elle enfonce le spéculum, je lui dis j'ai mal. Et en fait, elle n'écoute pas, elle arrive à me faire saigner. Je sais pas comment elle a fait. C'est les violences gynécologiques. Là, mais l'examen, il était tellement horrible. Ça a duré quoi 5 minutes. Mais pour moi, c'était 1 heure. Et j'ai mal, je pleure. Et aucune, en fait, même pas un regard. Elle regarde ce qui se passe dans le spéculum, elle l'enlève, me demande pas si ni je me présente pour dire que je suis un tel ou quoi, ni je vous dis je l'enlève ou je le mets. Et vas-y, après je te fais une échographie endovaginale et en fait c'est bon. Elle a dû louper les cours de sémio. Ah non, elle les a loupés celle-là. Elle les a loupés. Et quand je lui demande, c'est normal, je saigne. Ah bah oui, vous deviez être irrité, machin. Mais c'est fou, en fait, on se rend pas compte que quand on parle de violence gynécologique, c'est pas une... faut pas s'imaginer, t'arrives dans la pièce, on te... C'est psychologique aussi. Ouais, voilà, ça peut être en fait par rapport à ce qu'on va te dire, justement le non-respect du consentement. Normalement, quand quand quelqu'un te dit j'ai mal, t'arrêtes ou t'essaies d'être plus douce. C'est la base de tout, en fait. On dirait que comme ils sont médecins, des fois, ils se permettent, en fait. C'est ça. Et il y a ce côté aussi très paternaliste ils savent mieux que toi, donc tu te tais et tu t'exécutes. C'est ça. Franchement, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au psychologique, c'est ce que j'allais dire. C'était hyper récemment, donc j'ai
j'ai la maturité pour répondre. Je suis allée voir cette gynécologue. Il n'y avait personne dans le couloir. J'étais étonnée. Je me suis dit, mais c'est bizarre. D'habitude, il y a une petite liste d'attente. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'aurais dû me dire, oh, peut-être que personne va là-bas. Rendez-vous une autre fois. Elle arrive. En plus, moi, je fais très jeune. J'ai 27 ans, mais j'en fais beaucoup moins. Elle arrive. Je lui dis que je veux retirer du coup l'implant. Elle me demande pourquoi. J'ai fait, parce que je suis obligée de me justifier maintenant. Alors, j'ai envie de le retirer parce que j'ai plus de compagnon, donc voilà quoi, ça me sert à rien. Mais du coup, vous allez en remettre un après? Je viens de dire que je n'avais pas de compagnon, donc ça ne servait à rien. Je n'aurai plus de rapport sexuel par la suite. Elle me fait, oh ouais, déjà je vais regarder si vous n'êtes pas enceinte. J'ai fait, mais quel est le principe? Je pense savoir si je suis enceinte ou pas. Elle a quand même fait son examen et elle a regardé si j'avais une grossesse ou pas, alors que j'avais dit que j'en avais pas, mais bon, je l'ai laissé faire. Sachant qu'à ce moment-là, tu demandes qu'on t'en retire ton implant quand Exactement. Même. Où est le rapport? Exactement. Oui, d'accord, ouais. Donc bon, elle est fait, soit si tu as envie de perdre du temps, vas-y. Puis au final, elle m'a dit, bon, je pourrais pas l'enlever. De base, il faut que vous alliez à l'endroit où on vous l'a mis. Mais pas du tout. J'ai jamais entendu ça. Voilà, elle m'a dit ça parce que peut-être qu'il était pareil, ça faisait un moment qu'il était là, elle a senti, moi il n'était pas en sous-cutané, il avait fait du chemin aussi, elle s'est dit, oh purée, ça va être galère. Puis au final, elle s'est dit, ah bah non, j'ai besoin de mon oseille quand même. Non mais si vous voulez, on reprendra rendez-vous pour que je vous l'enlève. J'ai perdu 80 balles et j'ai perdu du temps. Du coup, j'ai fait, non, ça ira, merci, j'irai voir quelqu'un d'autre. Mais du coup, ouais, voilà, je le prends bien parce que j'ai la maturité pour, mais il y a des violences psychologiques aussi qui sont graves. Oui. Voilà. Moi, c'était avec les pompiers. En fait, j'étais au centre commercial Val d'Europe et j'ai fait une crise, en fait. J'ai super mal d'un coup, du coup, ils appellent les pompiers. Et en fait, les pompiers, ils arrivent sur place. Et j'étais avec une pote à moi, elle dit que je souffre d'endométriose. Le pompier regarde, il dit, de quoi? Ouais, voilà. Et là, le pompier dit... en fait, elle a quoi concrètement? Genre, il me regarde comme ça, elle a quoi concrètement? Et genre, ma pote, elle essaie d'expliquer parce qu'elle aussi, elle a fait un peu une crise d'angoisse. Le fait de me voir comme ça l'a un peu angoissée. Et lui, il était en mode, bon, ok, on va la ramener aux urgences. Déjà, ils sont pas du tout empathiques. J'ai des douleurs, ils me disent... Vous pouvez vous lever de par terre ou pas? Il était saoulé. Donc, d'accord. Mais c'est ça. Donc après, ils me mettent sur la chaise. Bon, on va pas prendre un brancard, on va vous mettre sur la chaise. Alors que vraiment, j'étais complètement repliée sur moi, j'avais super mal. Et en plus de ça, ils se trompent sur mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Elle m'appelle Désir Daniela. Ce jour-là, ils m'ont appelé Désiré Dalila. J'étais en mode, pardon. Ok, mais... vraiment. Et du coup, moi, j'arrive aux urgences avec les pompiers. Et en fait... Vraiment, déjà dans le camion, ils étaient en mode là, ça va mieux ou non? D'accord, ok, d'accord. Bon, ça va pas mieux, d'accord. Tout le long dans le camion, heureusement que j'avais ma pote qui a pu monter avec moi. Et vraiment, elle savait, du coup, elle était vraiment avec moi et tout, même si elle était angoissée, mais elle était avec moi. Du coup, on arrive aux urgences et vraiment, arrivé à l'accueil des urgences, normalement, les pompiers, ils vont voir, ils font un peu ton entrée pour toi. Oui, le Bouygues, il m'a déposé, il lui a demandé un brancard, à quelqu'un pour me récupérer et tout. Du coup, ils me mettent dans la salle d'attente. Et là, il me donne mon dossier, il dit « Ah, il y a quelqu'un qui va arriver ». J'ai attendu 1 heure, il n'y a personne qui arrive. C'est long, hein. Donc, ma pote, elle va voir. Et ensuite, plus tard et tout, elle me dit « Ah, il y a une dame qui arrive ». Elle dit « Ah, mais c'est qui ?» Et du coup, je dis « C'est moi et tout ». Elle me disait « Mais vous êtes arrivée comment ?» Avec les pompiers. Personne n'a prévu. Avec les pompiers, je suis arrivée avec les pompiers, je comprends pas. C'était la décoration. Et là, elle me dit, d'accord, Désir, d'accord, mademoiselle Dalila, c'est ça? Je suis là, mais qui est Dalila? Et moi, en fait, j'étais tellement tonne, en fait, quand j'ai des douleurs, ça me met dans une vibe, mais on dirait que je suis droguée, alors que pas du tout. Et du coup, en fait, c'est là que je remarque que mon nom n'est pas bon, mon prénom, il n'est pas bon, et qu'en fait, le pompier, il a à peine donné à quelqu'un mon dossier, quoi. Et ça, c'est hyper grave. Hein. Et là, je rentre et je vais en urgence maternité. Et après, ça s'est passé comme d'habitude. En vrai, quand on va en urgence maternité et qu'on dit que c'est des douleurs par rapport à l'endo, ils regardent et ils disent bon, ok.
Bon, en fait, on peut rien faire. On va attendre un peu. On va attendre un Je peu, repasse ça va passer. d'ici 10 minutes. C'est ça, et puis après, on va bah voir. oui. Donc ça fait déjà 1 heure que tu attends, mais je trouve que ça illustre bien le syndrome méditerranéen, donc, qui désigne le fantasme selon lequel les personnes originaires du pourtour méditerranéen seraient moins résistantes à la douleur et exagéreraient leurs plaintes. Donc voilà, et donc du coup ça concerne résistante. principalement... Hein, T'as dit moins résistante à la douleur. C'est l'inverse du coup. non, en gros, c'est dans le sens... Enfin, moi aussi, ça m'avait étonnée En fait, c'est dans le sens, elles sont moins résistantes à la douleur, donc du coup, elles se plaignent pour rien, alors qu'en fait, elles ont rien. Enfin, tu vois, elles exagèrent tout ce qu'elles disent, en fait. C'est dans ce sens-là. Et donc, du coup, ça concerne principalement les personnes originaires du Maghreb, de l'Afrique noire, et aussi, apparemment, des personnes de l'Europe de l'Est. Et je trouve que ça résume super bien, par exemple, le traitement que tu as eu de la part des pompiers. Ouais. Et moi, je sais que, du coup, c'est un syndrome, enfin j'ai su assez tardivement que ça existait, mais je sais que du coup, toute ma vie, je déteste aller chez le médecin, j'y vais vraiment que si je suis à ça de mourir. Enfin vraiment, sinon je n'y vais pas. Et pourtant, c'est gratuit. Ouais, mais en fait, j'ai tellement peur qu'ils ne me croient pas Oui. que je n'y vais pas. Genre, je me rappelle, une fois, j'avais une otite, j'ai pris un Doliprane avant. Il m'a dit, ouais, c'est pour rater l'école. J'ai envie de dire, mais gros, j'ai 22 ans, qu'est-ce que tu crois que j'ai envie de rater l'école? L'école, je la paye avec mon argent en plus. Et là, t'as le culot de me dire ça. Genre vraiment, tellement dans ma vie, j'ai eu des expériences où on ne me croit pas. Je vous jure, une fois, je me suis fait renverser par une moto. Je suis rentrée chez moi. Ah oui. Genre, j'avais même pas envie de me retrouver à des médecins qui vont me dire, ouais, ça y est, c'est bon, vous avez juste des bleus, tout ça. Enfin, j'ai vraiment cette expérience de toujours minimiser tout ce que tu dis, donc je sais que je l'ai intériorisé. Et même quand j'ai mal, je me dis, Ça va passer. ça va. Genre, je vais vraiment faire tout. Même la dernière fois que je suis allée, c'était pour une angine. J'y suis allée vraiment quand je ne pouvais plus parler et plus manger. Genre, vraiment que c'était impossible. ouais. Je me suis dit, bon, là, c'est peut-être grave. Et elle m'a dit, mais heureusement que vous êtes venue parce que ça aurait pu vraiment s'aggraver par la suite, quoi. C'est vrai que si on commence à raconter toutes les expériences qu'on vit, c'est dur. Parce que, hormis l'endométriose et le SOPK, j'ai d'autres problèmes de santé qui font que, exemple, je prends de la morphine, moi. Et en fait, une fois qu'on enlève la morphine, je vous jure, oui, je vous jure qu'une fois que tu mets la morphine et que tu enlèves, c'est un autre monde. Tu as l'impression d'être un drogué, quand tu as enlevé ta dose et tout. Oui, ben oui. Et du coup, quand tu vas chez ton médecin et que tu expliques, oui, en fait, on est là, oui, vous me donnez de la morphine, oui, ça passe ma douleur sous morphine, mais une fois que je l'enlève, j'ai encore mal, j'ai encore ça, j'ai encore ci. Mais le médecin, il te regarde et te dit, on va augmenter la dose de morphine. Oui, mais ça va juste faire en sorte que pendant 3 jours, je vais être complètement stone, je vais être complètement pas très lucide, et puis après, j'aurai encore mal. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup minimisé parfois. Et je pense que malheureusement, la problématique aussi des médecins, c'est que quand ils ne savent pas, ils ne le disent pas. Ouais. Quand ils ne savent pas faire, ils ne le disent pas. Je suis désolée, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de bien diagnostiquer et bien traiter les patients qui sont SOPK et endométriose. Pas parce que tu as fait gynécologue que tu sais traiter ces maladies-là. C'est quelque chose de très récent. Enfin, ça existe depuis longtemps, mais on en apprend tous les jours de façon très récente. Et du coup, tu sais pas, gros. Enfin, laisse passer à quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, juste, ils ne savent pas, mais ils ne te le disent pas. Et du coup, ils vont te prescrire des choses limite, il t'a proposé, quoi. Il a dit, on va augmenter la morphine. Oui. Vous voulez un petit peu plus de morphine? Oui, mais bon. Ok. Oui, super. Et pour illustrer justement ce problème de syndrome méditerranéen, malheureusement en France, on ne fait pas de statistiques ethniques. Et en vrai, je trouve ça dommage parce que ça invisibilise encore plus certaines problématiques. Mais par exemple, là, c'est une étude américaine, donc évidemment, ce n'est pas exactement pareil. Mais le taux de mortalité maternelle, il est de 55% chez les femmes noires contre 19% chez les femmes blanches. Et ils expliquent, enfin les experts, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, expliquent que ça ne peut pas se résumer uniquement à des différences de classe et de revenus. 19% vs 55%. C'est énorme, une femme sur deux, donc tu as une chance sur deux de mourir en couche quand tu es noire, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est aux États-Unis, mais quand bien même, je pense qu'on est quand même beaucoup à dénoncer ce phénomène-là. Et je pense que c'est vraiment important de le prendre au sérieux. Je voulais qu'on passe à l'IVG parce que je trouve que c'est un sujet qui est aussi important et finalement, c'est un petit peu la continuité de la contraception. À votre avis, c'est une femme sur combien
qui, dans sa vie, passe au moins une fois par l'interruption volontaire de grossesse En France, en France? Je dirais une femme sur 5. Une Je femme dirais sur sur 5, quatre. moi je peut-être. dirais une femme sur 3. une femme sur 3. Ah ouais. Quand même. Et personne n'en parle, je trouve. C'est tabou. C'est Oui, hyper tabou. c'est tabou. C'est super tabou. C'est un meurtre, Ouais. t'es une horrible personne. Et une femme sur 3 au cours de sa vie. Franchement, moi, la statistique, elle m'a tellement choquée C'est parce beaucoup. que tu entends personne, je trouve, en parler parce que justement, c'est hyper tabou. Et je trouvais important de rappeler que c'est totalement un droit et c'est important que ça le reste parce que si c'est pas fait de manière médicalisée, bah, ça sera fait de manière Bah autre. oui, c'est ça. Ouais, en fait. Après, Et- le problème, c'est que c'est tabou. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IVG, c'est un droit, mais un droit masqué, dans le sens où il y a la religion, il y a la société qui est en mode oui, mais en fait, si tu as eu ton enfant, c'est parce que c'est toi, tu l'as cherché, on t'a Pas pas forcément. envoyé et tout. Il y a toujours un truc à redire. Une jeune femme de 15 ans violée, elle va avorter. Oui, ben son viol, elle l'a cherché. Une femme de 30 ans qui va avorter parce qu'elle n'a pas forcément envie d'avoir d'enfant. Oui, mais tu as 30 ans, à un moment, il faut assumer. Ben, en fait, on fait ce que tu veux. Ouais, Et ben, même voilà. pour les femmes qui ont déjà des enfants mais qui n'en veulent pas d'autres. Mais Bah c'est oui, ça. Ou bien même simplement. l'hyperfertilité. N'oublions pas qu'il y a l'hyperfertilité. Et aussi le pourcentage d'erreurs, mais quand on prend un contraceptif, Totalement. ça ne fonctionne pas à 100%. Bien Donc, sûr. C'est ça, et je trouve ça fou aussi que, enfin même là on se rend pas compte en le disant, mais on dirait que c'est que le problème de la femme. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui, L'enfant, ça il c'est s'est fait vrai tout par seul. contre. Voilà, en fait, déjà je trouve qu'il y a une grosse charge mentale de la contraception envers les femmes, mais en plus tu as le malheur d'avoir un seul souci par rapport à ça, c'est que c'est de ton propre chef, quoi. Oui, c'est Il faut ton rester- corps, il faut c'est toi qui as rester, décidé. C'est ça. Ah, t'as oublié ta pilule? Ouais, mais en même temps, moi, ça me met dans la merde parce que j'ai une vie, en fait. Ouais. Bah, breaking news, moi aussi. Moi aussi. C'est trop vrai. Donc, oui. Et puis, les hommes, ils ne se sentent pas forcément concernés, même pour la contraception. Il n'y a pas de développement sur la contraception masculine. Justement, Rappelons- il y en a je voulais- aucun. Oui, bah Je oui. voulais qu'on en parle. Alors, ça ouais. commence. Il y a des recherches qui Dis-nous tout. commencent à se développer. Il y a des choses là qu'on entend parler, c'est du slip, du slip chauffant oui. et andro switched. Oui, il y a des méthodes voilà. thermiques. C'est des méthodes thermiques en fait qui consistent à les deux, c'est le même principe, mais à remonter les testicules, enfin pas les testicules, oui les testicules assez haut pour pouvoir que ce soit proche du coup de la température corporelle. Et normalement, on fait la spermatogenèse, donc la production des spermatozoïdes à 35 degrés. Et si on augmente du De coup 2 d'un ou 2 degrés. degrés, donc température du corps 37, ça inhibe du coup la production de spermatozoïdes. Sauf que c'est des méthodes qui ne sont pas encore reconnues par l'OMS. Du coup, la vente et l'achat de ce type de dispositif. de ces dispositifs, elle est interdite. Du coup, la seule possibilité, c'est de se le faire soi-même. Ah, c'est interdit? C'est interdit. Du coup, ceux qui en ont, eh ben, soit ils se le sont pas fournis dans le pays, soit ils se le sont fournis de façon illégale, ou soit ils ont il y en a souvent qui font leur propre slip chauffant, je te jure, j'ai vu des trucs comme ça. Après, moi, je me pose une question, c'est... En fait, depuis la nuit des temps, c'est tout le temps à la femme de surveiller. Est-ce que, genre, la mentalité, les hommes, est-ce qu'ils vont se dire, bon, ok, il n'y a Ben, pas moi, de je trouve, souci. moi, je trouve que ça change. Moi, je trouve Tu que... trouves Je trouve, après, peut-être dans mon entourage, je trouve qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus sensibles, du coup, à ça. La preuve en est, hein, il y a des hommes, justement, c'est eux qui ont vraiment la volonté même de créer leur propre slip chauffant pour aussi participer à la contraception, pardon. Et il y a des hommes féministes aussi. Enfin, ça existe, tu vois. Donc, qu'ils ont vraiment... on va pas dire que... Je pense pas que 90% de la population française est masculine et comme ça, mais je trouve que ça se développe. Je trouve aussi que dans les nouvelles générations, auprès des jeunes, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup plus qu'avant. C'est vrai, ils sont un peu plus éveillés. Et pour moi, en fait, on en revient à chaque fois à la même chose, tout vient pour moi de l'éducation. Enfin, c'est parce qu'aussi, ils ont été éduqués à ne pas s'en soucier. Alors que petit à petit, si ça rentre dans les mœurs, etc., j'ose espérer quand même qu'ils y seront un minimum sensibilisés. Et pour moi, franchement, à partir du moment où un rapport s'est fait à deux et que la contraception n'a pas été gérée à deux,
s'il y a une grossesse, c'est un problème aussi à gérer à deux, en fait. Exactement. C'est vrai. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est quand ils étaient en train de faire des recherches sur l'utilisation hormonale aussi via la testostérone pour les hommes, donc le même principe que la contraception féminine, ils n'ont pas voulu lancer la chose parce qu'il y avait des effets négatifs exactement les mêmes que nous on a. Super. Donc ils se sont dit, bon, non. C'est un peu dangereux. Ouais. C'est un peu dangereux. Protégeons les hommes, Ouais. pensons à eux. Voilà. Mais Alors ne que pensons pas bon, trop dans ma ça. pilule, il y a quand même écrit syncope. Hein. Accessoirement. Malheureusement, il y a une volonté économique. Toujours, et tout est fait pour l'argent. Enfin, ils ne vont pas développer quelque chose qui ne va pas être utilisé. Enfin, Mais d'accord, mais c'est fou parce que nous, on ovule une fois dans le mois. C'est ça. Mais eux, ils ont ça tous les jours, 365 jours dans l'année. Mais Nous, il y a même la ménopause. Oui, c'est c'est ça. Jusqu'à ça dure c'est vrai. longtemps. Bah, ils ont montré que les méthodes AndroSwitch, ça fonctionnait plutôt bien. Alors là, il n'y a pas eu d'études. Hein. Il y a des études qui ont commencé en cours, mais il n'y a pas d'études qui prouvent par A plus B. Mais les personnes qui ont utilisé, ils ont témoigné, ils ont dit que ça fonctionnait bien pour eux, mais qu'il fallait quand même avoir un suivi médical avant, pendant et après. C'est-à-dire que si par exemple on a déjà des problèmes de stérilité, on va éviter de faire cette méthode-là. Mais qu'il fallait aussi attendre 3 mois avant d'avoir les premiers rapports et qu'il fallait faire une étude des spermatozoïdes pour être sûr qu'on y en avait en quantité très fine, limitée pour empêcher du coup l'ovulation, la fécondation, pardon. Et du coup, au bout de ces 3 mois, il y a possibilité d'avoir des rapports non protégés, mais il faut le porter 15 heures par jour. Ouais. Mais ça, apparemment, c'est pas... Enfin, il y en a, ça dérange un peu, d'autres, ils le vivent bien. Et si jamais on veut avoir des enfants par la suite, il faut attendre 6 mois pour pouvoir avoir des rapports parce que, eux, leur cycle, c'est 3 mois. Donc, un cycle pour produire des spermatozoïdes, c'est 3 mois. Et après, 3 mois après, tu reproduis des nouveaux spermatozoïdes. Donc, il faut attendre 2 bons cycles pour être sûr qu'on n'a pas des spermatozoïdes un peu bizarres, quoi, entre guillemets. Ok, d'accord. Faut pas faire pour éviter... Du coup, je voulais vous demander, selon vous, quelle est la contraception qui est la plus efficace? Je pense que c'est l'implant avec 99,9%. Non, t'as raison, c'est Un l'implant truc qui est du plus genre. efficace. Parce que l'implant est comparé à la ligature des trompes ou un truc du genre, si je suis pas folle, Ah oui, oui. je crois. Non, c'est l'implant. Non, effectivement, l'implant. c'est bien l'implant, suivi de très près par le stérilet hormonal. Enfin, se précise hormonal, mais je pense que c'est les deux. Pour vous, dans la pratique, parce qu'il y a toujours le côté théorique et le côté pratique, la pilule, elle est efficace à combien de pourcents? 92%, 89% ou 84%? 89. 84. J'aurais dû quand même 89, j'ai un espoir. Dans la pratique. 92. Ah oui, quand même. Quand même 92%. Quand même. Donc, mais il y a quand même un risque qui n'est non qui est négligeable Oui. aussi. Oui. Alors maintenant, je voulais vous faire un petit pour ou contre. Donc justement, pour ou contre faire confiance à son partenaire pour la contraception? Pour, bien sûr. Moi, pour, oui. C'est important. Quand même, ce serait bien. Vous le laisseriez, si c'était possible, gérer ce côté-là, la contraception? Après, à titre personnel, et dans ce que je recherche auprès de mon partenaire, genre s'il n'en est pas capable, ça sert à rien qu'on reste ensemble. Ouais. Oui. Voilà. Je pense Je la pareil. rejoins direct. Franchement, je la rejoins direct. Mais... Je suis d'accord aussi. Parce qu'il y a trop volonté de nuire parfois. Non, mais je pars du principe que si j'ai cette charge mentale et qu'on peut switch, salut. Ouais. Et on va switch. encore plus Vraiment. pour vous qui souffrez de C'est ça. SOPK Oui. et d'endométriose. Moi, il faut savoir que depuis que j'ai enlevé l'implant, j'ai plus rien depuis parce qu'en fait, c'est vrai que je souffre pendant mes règles. Mais déjà, moi, j'entends tellement du mal sur le cuivre que je me dis, mais non, je veux pas. C'est déconseillé si tu as des règles abondantes et douloureuses. Le stérilet, il faut Niveau éviter. douleur, ouais. Donc en général, si tu l'as dans endométriose, pas de stérilet. Dans tous les cas, il va bouger parce que tu as tellement de contractions, je pense qu'au final, il va. Ouais. Moi, il bouge était en en train plus. de s'en aller, il était là, mais il n'était pas là, il faisait ça. Ouais, il faut quand même faire des vérifs assez régulièrement chez la gynéco pour être sûr qu'il ne bouge pas. Pour ou contre la stérilisation une fois que vous estimez que vous ne voulez plus d'enfants? Pour. Je sais pas en fait. Parce que
Alors, faut savoir que moi, j'ai tendance à dire je veux pas d'enfant. Parce que, genre, j'ai tellement peur que demain, j'ai pas d'enfant par rapport à ce que j'ai. Que, en fait, j'ai peur que si demain. Tu te prépares mentalement. Ouais, si demain, j'ai pas d'enfant, du coup, je me dirais, vas-y, c'est pas grave. Je me suis préparée mentalement. Du coup, non. Je pense que je le ferai pas. Après, pour celles qui le font pour elles, mais moi, je dirais non. Que pour moi, non, je parle pour vous. Ouais. Je la rejoins, je le ferai pas parce que je sais pas si je serais apte demain à avoir un enfant. Parce que déjà à 20 ans, comment je vois qu'en fait au niveau des ovaires, mon corps il se dégrade, même au niveau des trompes, je le ferai pas. Ok. Et bon, pour le coup, comme j'ai ni SOPK ni endométriose, je pense que... Après, je me dis, il y a toujours ce petit pourcentage, je me suis dit, bon, bah, du coup, après, c'est fini, genre, voilà. Mais je pense que si j'ai eu le nombre d'enfants que je souhaite et que j'en veux pas plus, j'avoue, pour me retirer cette charge-là, je pense que je serais capable aussi de... Mais les hommes aussi peuvent, par contre, passer à la vasectomie. Pas de mal de le dire aussi. Mais je sais, enfin, j'ai vu que pour les filles les femmes qui ont endométriose et SOPK, vous avez la possibilité de voir si vous pouvez pas prendre des ovocytes et les garder pour plus tard. Oui. Surtout pour le SOPK. Ça... J'ai vu aussi. Pour ou contre considérer le retrait comme une contraception? Non. Oui, pour. Non, c'est vrai, j'ai des... Après, je vais expliquer pourquoi, franchement, mais en fait, dans l'idée collective, surtout encore plus avec les médecins et tout, genre vraiment, c'est impossible de faire ça. Mais dans la pratique, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont anti-contraception et qui font cette pratique-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le pour ou contre, il peut être pertinent. Parce que je trouve qu'on diabolise beaucoup. Alors, on va voir après que les chiffres, les chiffres, bon, voilà. Mais je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est pour. Donc. Alors, pourquoi? Parce que moi aussi, je m'y étais intéressée et je voyais que des personnes autour de moi le faisaient. J'ai regardé d'un point de vue scientifique la chose. Et je me suis dit qu'en vrai, c'était pas mal au niveau des pourcentages. Que bon, si c'est mal fait, ça baisse à 70%. Ouf, mais si c'était bien fait, ça monte à 90% comme d'autres types de contraceptifs, comme la pilule en fait. Donc, mais dans la pratique, quand c'est bien fait, et que la problématique liée au retrait, la plus grosse problématique, ce serait de ne pas se retirer à temps, que là, faut avoir une confiance avec la personne, et qui aussi, il faut quand même savoir qu'il y a quand même... dans le liquide, du coup, spermatique, donc dans le liquide séminal, il y a quand même des spermatozoïdes qui peuvent être c'est vrai. Là, présents. Exactement. Donc, du coup, en conditions optimales, le retrait, il a une efficacité de 96%. Tu vois. Et en efficacité en pratique, 73%. Donc, voilà, l'idéal de ce que j'ai lu, c'est quand même de le faire quand tu es en relation avec quelqu'un et que une grossesse n'est pas c'est pas grave si jamais c'est pas le drame de l'année. Voilà, exactement. Mais sinon 73%, ça va, j'aurais pas cru. Ouais, c'est vrai. Pareil, j'en estimais à 30%. C'est vrai que c'est un peu plus que prévu. Ah oui, non. C'est vrai que c'est un peu plus que prévu et je suis mitigée parce que d'un côté, je trouve qu'on conditionne tellement à être sous contraceptif que franchement, vous avez vu tous les effets négatifs qu'on a énumérés au cours de cette vidéo. C'est lunaire quand même. Donc effectivement, franchement, passer par le retrait, je trouve que c'est une question qui peut se poser. Ça peut, voilà. En tant que femme, on devrait avoir le choix en tout cas de pouvoir se poser la question. C'est vrai. Ok, écoutez les filles, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors, il faut que je me rappelle, mais il y avait autre chose, c'était... peut-être ça reviendra. Je m'en souviens plus. Ok. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Est-ce que c'est une conversation qui vous a aidé ou qui vous a permis d'en savoir un peu plus ? Ça m'a aidée parce que déjà, je me suis sentie confortée de voir que j'étais pas trop la seule dans cette situation et de voir quelqu'un du coup qui fait partie du corps médical. Encore. Mais voilà, bientôt, on se souhaite. Pas de bois. qui est sensible sur la question. Donc c'est prometteur. Ouais. C'est vrai que moi aussi, ça m'a aidée. Mais pareil, en fait, d'avoir un peu ton histoire par rapport à la mienne,
de t'avoir toi. Trop Et, et même toi aussi, ton histoire, en fait, d'avoir un peu des avis différents et tout, ça m'a aidé. Ça me dit, en fait, t'es pas trop la seule à vivre des trucs un peu bizarres. Et du coup, en fait, de se dire surtout, c'est pas de ta faute. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et c'est ce que je dirais à tout le monde, en fait, c'est pas de votre faute, vous êtes coupable de rien et tout. Et n'hésitez pas à vous faire entendre aussi chez le médecin. Enfin, moi, je sais que je suis de nature très introvertie, j'aime pas trop déranger, mettre un petit mot plus haut que l'autre. Mais franchement, quand tu vois en fait, qu'on est toutes unanimes, enfin, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es toute seule et tu n'as pas envie d'être chiante ou quoi. Ouais. Alors qu'en fait, j'ai remarqué dans la vie, souvent, les gens qui réussissent à avoir ce qu'ils veulent, c'est ceux qui insistent et qui imposent leur opinion. Et je trouve qu'en fait, on est tellement nombreuses. N'hésitez pas à le faire, à vraiment dire non mais écoutez, là j'ai vraiment mal, c'est vraiment important, écoutez-moi. Et moi je me suis souvenue de ce que je voulais dire. On n'en a pas parlé, mais il y avait aussi le système calendrier. En fonction de quand on sait, quand on ovule et tout. Voilà, bon, bref, on va fermer la parenthèse. Mais du coup, moi ça m'a fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'appréhendais un peu. Je voulais partager aussi ce qui m'était arrivé d'un point de vue contraceptif, même si il me paraît arriver des choses hyper rocambolesques. Oui, mais c'est bien que tout le monde puisse de tout savoir, voilà. Et aussi, j'ai envie de, comment dire, d'être un bon médecin. Enfin, aussi d'écouter, même si je le vis pas, de le comprendre et de faire au mieux pour être le meilleur médecin possible. Et voilà. Déjà, juste le fait de le vouloir, tu le sauras. Tu le sauras, t'inquiète. C'est trop chou. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.